L'une des caractéristiques fondamentales des êtres vivants réside dans le fait qu'ils ne sont pas sans défense dans leur environnement. Ils ne sont pas non plus totalement soumis aux changements et aux influences extérieures. Bien au contraire, ils possèdent une capacité à réagir physiologiquement à ces fameux changements et à y faire face en modifiant leur propre structure organique en fonction de leur degré d'évolution. On appelle homéostasie la capacité de l'organisme à maintenir à la fois son équilibre de fonctionnement et la stabilité des différentes composantes de son milieu interne. C'est le scientifique américain Walter Bradford Cannon qui le premier utilisa le terme homéostasie. Il faisait par là référence à la faculté propre aux êtres vivants de contrôler à plus ou moins grande échelle les changements qui affectent leur environnement. Survivre dans un monde en mutation demande bien sûr une grande faculté d'adaptation à de tels changements, mais surtout la capacité à maîtriser au maximum l'impact des évolutions extérieures, de manière à ce que l'organisme ne se retrouve pas altéré de façon irréversible. Cela implique de maintenir, jusqu'à un certain point, la régularité des fonctions vitales, métaboliques autant que physiologiques, destinées au bon fonctionnement de l'organisme. C'est cet ensemble de fonctions et le délicat équilibre qui les caractérise que Claude Bernard a défini le milieu intérieur. Parmi les mécanismes homéostatiques les plus importants qui permettent de rétablir un équilibre momentanément rompu par une altération extérieure, on trouve la thermorégulation, grâce à laquelle certains animaux évolués, par exemple les chevaux, maintiennent leur température corporelle constante dans de larges limites. En effet, lorsque la température extérieure baisse, la thermorégulation déclenche des mécanismes qui réduisent les pertes de chaleur par la diminution du calibre des vaisseaux sanguins, ce que l'on appelle la vasoconstriction. Mais ils peuvent également augmenter la température corporelle au moyen de contractions des fibres musculaires, appelées tremblements. En revanche, si la température extérieure augmente, l'animal dilate ses vaisseaux sanguins pour que le sang se diffuse un peu partout dans les tissus de la peau, favorisant ainsi la dispersion de la chaleur corporelle. La sudation, qui est un autre mécanisme homéostatique, contribue, elle, à l'abaissement de la température par évaporation. Lors de la pratique d'un sport, la demande en oxygène intensifie la pression sanguine. Les muscles sont soumis à une activité intense qui voit s'élever la température du corps. D'autres mécanismes ont également une fonction homéostatique. Ceux, par exemple, dont le rôle est de réguler la concentration des liquides corporels qui, lorsqu'ils viennent à manquer, provoquent la sensation de soif. Le rythme respiratoire change lui aussi à la suite d'une consommation d'oxygène, lorsque le corps le réclame, parce qu'il ressent la faim, par exemple. L'organisme sait alors qu'il doit récupérer à la fois l'énergie qu'il a dépensée et celle qu'il va dépenser. Dans ces mécanismes homéostatiques interviennent des substances sécrétées par l'organisme, les hormones. Ces dernières déclenchent une série de réflexes dans les différentes parties de l'organisme, véhiculés par le système circulatoire en réponse à divers stimuli. Il se peut ainsi qu'un cheval affronte ses congénères. En éliminant la concurrence, il pourra se reproduire. En outre, l'espèce bénéficiera de l'hérédité génétique des spécimens les plus résistants. Les habitudes alimentaires jouent également un grand rôle dans la survie d'un animal. La recherche et la sélection de la nourriture permettent d'éviter la désagréable sensation de faim. Souvent, les chevaux recherchent et explorent de nouveaux endroits. Ils découvrent ainsi de vertes prairies et des lieux ombragés pour se reposer ou encore des terrains souples sur lesquels ils pourront se rouler. Il faut bien comprendre que la douleur sert à compenser, corriger ou améliorer ce qui est défaillant.
la nature est bien faite. Si la douleur n'existait pas, un cheval serait tenté de marcher même après une luxation. Mais, grâce à la douleur, on peut immobiliser et soigner un membre blessé. Le cheval est sujet aux stimuli provoqués par divers phénomènes. Les sens doivent en conséquence se tenir prêts à envoyer les informations pour déclencher les réactions. L'ouïe permettra au cheval de découvrir ce qu'il ne peut pas voir. La vue l'aidera à évaluer le danger, l'odorat à choisir ce qui lui convient. Enfin, le toucher lui permettra d'établir une relation avec le monde extérieur. Les phases d'équilibre et de déséquilibre entre les chevaux et leur environnement sont si fréquentes que les différentes formes de compensation méritent une analyse détaillée afin de démontrer qu'aucun de leurs comportements n'est dicté par le hasard. Lors des expositions équestres, on remarque souvent que le jury s'attarde sur des points très précis et nombre de débutants en ignorent la raison. En réalité, le jury mesure et observe avec attention les principales régions de l'anatomie équine. Il est donc tout à fait normal de voir un juré poser sa main sur le garrot d'un cheval. Le garrot se situe sur la ligne supérieure du cheval, au-dessus des épaules, à la jonction de l'encolure et du dos. Le garrot a pour base osseuse les apophyses épineuses les plus élevées des premières vertèbres thoraciques. Entre la deuxième et la septième vertèbre thoracique, les apophyses épineuses sont très élevées et leur point culminant marque l'emplacement du garrot. Cette zone constitue le point d'attache de nombreux muscles, dont certains sont chargés d'imprimer les mouvements de l'encolure et de la tête, à la fois verticalement et latéralement. Ils régulent ainsi les mouvements en fonction du centre de gravité du cheval, ce qui est indispensable pour un bon équilibre. En outre, ces muscles permettent les mouvements d'oscillation et de propulsion de l'épaule et du bras et déterminent par conséquent l'étendue des allures de l'avant-main ainsi que son élévation. On trouve aussi sur la ligne dorsale du cheval les muscles du dos, qui unissent la pointe de la hanche au garrot et à la première des côtes. Ils jouent donc un rôle fondamental dans la locomotion du cheval, notamment pour le galop et les sauts, lorsqu'il a besoin de fléchir sa colonne vertébrale. Le ligament cervical est le plus important des ligaments chez le cheval. Il s'étire sur la ligne du dessus, de la queue jusqu'à la nuque. Solidement rattaché aux vertèbres cervicales, il favorise la tension du garrot, permettant à la fois de soutenir le poids de la tête et d'assurer l'équilibre de l'encolure. C'est pourquoi un garrot proéminent et bien incliné vers le dos constitue pour un cheval de course une caractéristique fondamentale. C'est le signe de l'agilité des antérieurs, d'une bonne amplitude des foulées, d'une grande flexibilité de l'encolure et d'un juste équilibre de la tête qui est maintenue haute et sans effort. Un bon garrot contribue à la stabilité de la selle et par conséquent du cavalier, dans la position qui convient le mieux au cheval et à son centre de gravité. On privilégiera un garrot musclé à un garrot décharné. Au contraire des chevaux de course pour lesquels on préfère un garrot fort et saillant, certains poneys et chevaux lourds présentent un garrot peu prononcé, large et charnu, signe de leur prédisposition pour des travaux de force. Chez les chevaux de travail, on recherche un garrot standard, pas trop saillant, afin de bénéficier des qualités d'agilité du cheval, aussi bien que de ses capacités de force.
La particularité anatomique de cette partie du dos a fait qu'elle est devenue le point de mesure universel pour déterminer la hauteur du cheval. Pour cause, il s'agit du point fixe le plus haut du cheval et le seul qui ne soit pas altéré par une surcharge pondérale ou par les mouvements de l'encolure. Au toucher, en glissant la main sur le garrot de l'arrière vers l'avant, on sent à un moment donné que les extrémités des apophyses deviennent moins dures et que la peau se fait plus souple. C'est à cet endroit précis que la mesure au garrot doit s'effectuer. Les mammifères domestiques de grande taille, comme l'âne, la vache, le mouton et le cochon, sont eux aussi dotés d'un garrot. Mais si leur mécanisme osseux et musculaire est identique à celui du cheval, leur garrot n'est pas aussi saillant. En effet, chez ces animaux, cette partie ne se distingue pas de la ligne dorsale. Leur tête est en général lourde, le cou assez court et horizontal. Enfin, la faible inclinaison de leur omoplate limite leur souplesse et les empêche de soutenir des allures rapides. Pour de nombreux experts, le garrot est un élément déterminant pour faire d'un cheval un bon cheval de sport. Apprendre à observer attentivement le garrot permettra d'éviter bien des désagréments. Des fouilles archéologiques ont démontré que le cheval lusitanien, ou son ancêtre, le cheval Soraya, peuplait déjà la péninsule ibérique 25 000 ans avant Jésus-Christ. Des peintures rupestres datant de 20 000 ans avant Jésus-Christ représentent ces chevaux, ainsi que des activités liées à une civilisation équestre. Le cheval Soraya est resté isolé pendant de nombreux millénaires dans le sud de l'Espagne. L'éleveur et agronome Ruy d'Andrade a affirmé qu'au Néolithique, 4000 ans avant Jésus-Christ, les tribus aborigènes utilisaient ces chevaux pour faire la guerre. Environ 3000 ans avant Jésus-Christ, les tribus ibériques en provenance de l'Afrique du Nord envahirent la péninsule et l'appelèrent péninsule ibérique. En 711 après Jésus-Christ, les musulmans commencèrent à envahir à leur tour la péninsule ibérique, dominée alors par les Visigoths. Après l'avoir conquise, ils y régnèrent jusqu'à la fin du XVe siècle. On a dit beaucoup de choses à propos de l'influence des chevaux arabes sur les races ibériques. Si politiquement ce fut une conquête arabe, d'un point de vue ethnique, les troupes des envahisseurs étaient d'origine berbère. Le chef de cette première invasion était un berbère musulman nommé Tariq ibn Ziyad. À la tête de 12 000 berbères, il traversa le détroit de Gibraltar et débarqua en Espagne. Ces troupes arrivèrent avec leurs chevaux, puis par ce même détroit, ils ramenèrent avec eux des chevaux originaires de la péninsule ibérique. On ignore si l'une des deux races a influencé l'autre, mais toujours est-il que le mélange de sang entre les deux s'est avéré bénéfique pour l'une comme pour l'autre. En conséquence, il existe de nombreuses similitudes entre les deux races, à tel point que le cheval barbe moderne se confond presque avec les chevaux ibériques, un peu comme le criollo avec les chevaux d'Amérique du Sud. Pour le Portugal et l'Espagne, la guerre contre les Maures a duré presque 800 ans. Les deux races de chevaux se sont donc transformées par la force des choses en chevaux de combat. L'ancêtre du cheval lusitanien s'étant avéré un excellent cheval de combat, les conquistadors l'emmenèrent aux Amériques. Ce cheval exerça une grande influence sur la culture équestre des gauchos, des charros et des llaneros. Au XVIIe siècle, le cheval ibérique, ou genet, comme on l'appelait à l'époque, avait gagné ses lettres de noblesse sur les champs de bataille, mais était également très prisé dans les grandes académies d'équitation qui voyaient le jour en France, en Allemagne, en Italie et en Autriche. Au Portugal, cependant, ce cheval était déjà utilisé pour la haute école ainsi que pour toréer. En effet, en 1748, la dynastie royale de Bragance fonda un haras à Vila do Portel, dans la province portugaise d'Alentejo.
et créa une nouvelle race équine grâce à 300 juments andalouses. L'objectif était de créer une race de chevaux destinée à l'équitation classique au sein du manège royal de la cour portugaise. À cette époque, on commence à rencontrer le cheval lusitanien tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ses origines font qu'il est considéré comme le plus ancien cheval de selle du monde. Le lusitanien est l'équivalent portugais du pur race espagnol, avec lequel il partage les mêmes origines. Le cheval lusitanien est réputé pour son ardeur, sa docilité, sa noblesse et sa générosité. Cette race se distingue également par son intelligence. On peut dire en général que le lusitanien a un corps compact et musclé et qu'il dégage une impression de grande puissance. Les principales couleurs de robe chez le lusitanien sont le bai brun, l'alezan et le gris. La hauteur au garrot va de 1,50 m à 1,65 m. La tête est bien proportionnée, fine et de longueur moyenne, avec un profil légèrement convexe ou rectiligne. Ses branches mandibulaires sont peu développées. S'il y a une chose à dire à propos de la tête du lusitanien, c'est qu'elle est très expressive et reflète un caractère doux et docile. Ses yeux sont grands et elliptiques, son regard est vif, ses oreilles sont fines et sur la pointe, légèrement incurvées vers l'intérieur. Son encolure est épaisse, de longueur moyenne et d'insertion étroite avec la tête. Le garrot est bien détaché et la transition entre le dos et l'encolure est douce. Son dos est court mais compact, sa croupe est arrondie et sa queue est attachée basse. Son poitrail est ample et profond. Ses épaules sont bien inclinées et musclées, ce qui lui confère un très bon équilibre de l'avant-main. Les antérieurs sont longs et robustes, les membres fins et solides, avec des articulations sèches et fortes. Les canons sont particulièrement longs par rapport aux proportions standards d'un cheval médioligne. Lorsqu'on observe un cheval lusitanien, on peut remarquer que l'espace entre son sternum et le sol a la forme d'un carré plutôt que d'un rectangle. C'est là une des caractéristiques qui le distingue de ses ancêtres, les chevaux arabes et espagnols. Le cheval lusitanien était la monture attitrée de la cavalerie portugaise, mais il a également été utilisé en campagne pour les travaux des champs. Son élégance en fait aussi un cheval d'attelage très apprécié. Sa sensibilité et son intelligence, combinées à l'élégance de ses allures, le prédisposent pour les exercices de haute école et pour l'équitation. Contrairement au cheval espagnol, le cheval lusitanien est réputé pour sa légèreté. Un très vieux et fameux dicton de la région d'Ocilipo, l'ancienne Lisbonne, disait d'ailleurs que le souffle du vent fécondait les juments. Pline l'Ancien s'y laissa même prendre et écrivit: on dit qu'en Lusitanie, les juments qui courent face aux zéphyrs reçoivent un souffle vital et donnent naissance à un poulain doté d'une incroyable vitesse. Cette particularité a fait du lusitanien l'une des races favorites des toreros à cheval. Ceux qui ont un jour la chance de monter un lusitanien découvriront sous la force, la fougue et la puissance de ce cheval, sa docilité et son agilité. Ses caractéristiques et le confort de ses allures élastiques et cadencées transmettent au cavalier une sensation de protection très agréable. C'est en 1899 que le terme de dopage apparaît pour la première fois dans le dictionnaire anglais. Il désigne alors un mélange d'opium et de narcotiques administrés aux chevaux. À partir de cette date, et en raison des intérêts illicites qui ont de tout temps gangréné le sport, on a commencé à s'intéresser aux effets bénéfiques ou nocifs du dopage,
qui permet de modifier les performances des chevaux grâce à l'administration de certaines substances. Des définitions telles que substance légale ou acceptée, substance contrôlée et substance strictement interdite ont fait leur apparition. En effet, il est apparu nécessaire que les règlements soient clairs et explicites pour éviter toute ambiguïté liée au progrès de la pharmacologie et de la chimie analytique. Il est difficile d'établir une liste précise de substances interdites, car d'autres apparaîtraient immédiatement pour les remplacer. On désigne par dopage l'administration de substances étrangères à l'organisme, qui se retrouvent ensuite dans les tissus, dans les excréments ou dans les fluides corporels et qui ne sont pas issus d'une alimentation autorisée. En outre, ces substances influent, selon leur qualité et leur quantité, sur les performances d'un cheval lors d'une compétition. Lorsque l'on parle des effets du dopage chez un cheval, il faut préciser que ce processus illicite peut avoir comme objectif aussi bien de stimuler l'activité de l'animal que de l'affaiblir. La plupart de ces pratiques compromettent à la fois la santé et l'activité de l'animal. Hélas, elles sont depuis longtemps connues et employées un peu partout. En effet, en 1890, on utilisait déjà l'éphédra, le peyote, les alcaloïdes, des champignons ou le miel dans l'eau, prédécesseurs d'autres substances dopantes bien plus nocives, parmi lesquelles la nitroglycérine, la strychnine et la cocaïne, dont l'usage est signalé dès 1930. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est apparue une nouvelle famille de drogues stimulantes, les amphétamines, connues aussi sous le nom d'amines sympathomimétiques. Et à partir de 1950, on commence à relever des cas d'administration de tranquillisants aux chevaux pour en atténuer les performances. Cette nouvelle forme de dopage est aussi appelée dopage négatif. En général, on peut dire que l'administration de substances a pour objectif d'obtenir 3 effets bien distincts chez le cheval. Tout d'abord, inhiber ou neutraliser la sensation de fatigue en agissant sur le système nerveux central. Améliorer et augmenter les performances en agissant sur l'appareil cardiovasculaire, sur l'appareil respiratoire ou sur la synapse neuromusculaire. Enfin, chercher à éliminer la douleur en agissant sur le système nerveux périphérique et sur le système musculo-squelettique, afin que le cheval perde toute sensibilité dans les zones de contusion et puisse ainsi ne pas relâcher ses efforts. Dans le monde de l'équitation, les effets de telles substances dépendent de la taille du cheval, de son caractère, de son niveau d'entraînement et de son état physiologique. Il n'est ainsi pas rare de voir des chevaux dopés dont l'activité motrice est anormale, affichant une évidente nervosité ou un comportement violent face à ceux qui cherchent à les calmer. Des convulsions ou des infarctus, pouvant aller jusqu'à la mort, sont les conséquences possibles de l'administration de drogue chez le cheval. C'est pour cette raison qu'à la fin des courses et de tant d'autres disciplines équestres, des analyses sont désormais effectuées pour déterminer l'éventuelle présence de calmants, de myorelaxants, d'anabolisants, d'analgésiques, d'anti-inflammatoires, de vasodilatateurs, d'hypertenseurs, de cardiotoniques et de bronchodilatateurs, entre autres. Le cheval à contrôler est emmené dans un box en compagnie de son responsable, qui peut être soit le cavalier, soit le propriétaire, d'un vétérinaire et d'un représentant officiel. Puis, on le fait uriner dans un seau dont on prélèvera un échantillon. Si 1 heure après l'entrée dans le box, le cheval n'a pas uriné, on procède à une prise de sang. Le prélèvement biologique est divisé en 2 échantillons égaux, A et B. Ces derniers sont envoyés dans un laboratoire qui va examiner l'échantillon A.
Le responsable d'un cheval contrôlé positif peut, dans les 10 jours qui suivent l'annonce du résultat, demander l'analyse de l'échantillon B. Les échantillons sont ensuite placés sous scellé et timbrés. Ils doivent indiquer à la fois les coordonnées du cheval, de son responsable, du vétérinaire, mais également celles des personnes présentes au moment du prélèvement. On prépare donc un document pour chaque échantillon, lequel est congelé jusqu'à son arrivée au laboratoire. C'est en fonction de la quantité de substances détectées et de leurs effets sur les performances du cheval que les amendes et les disqualifications sont prononcées. Selon les règlements de chacune des disciplines et selon les normes nationales et internationales, des sanctions peuvent être appliquées en cas de contrôle positif contre le vétérinaire, le responsable du cheval et le cheval lui-même. De la sorte, le sport hippique, à l'instar de nombreuses autres institutions sportives, bannit le dopage et l'usage de substances illicites, dont les effets peuvent altérer le déroulement et le résultat des épreuves. Les exercices à réaliser au cours du dressage d'un cheval sont très nombreux. La plupart d'entre eux s'effectuent avec une corde ou une longe qui permet de faire travailler le cheval en cercle. Il est donc très important d'apprendre à manier cet instrument de dressage. Avec ou sans selle, il faudra apprendre au cheval à travailler à la longe. Il faut utiliser pour cela un licol qui ne lui fasse pas mal, mais qui permette quand même de le contrôler et de contenir sa force s'il l'exerce. En général, on préfère une muserolle avec chaîne, car une muserolle trop large permet au cheval d'exercer sa force contre nous sans retenue, en envoyant la tête en arrière et les fesses vers l'extérieur. De cette manière, les antérieurs forment un cercle à l'intérieur et les postérieurs un cercle à l'extérieur. C'est là qu'on dit que le cheval travaille sur 2 pistes. Il est conseillé de travailler avec une longe assez longue pour maintenir un contact léger avec le cheval. Il vaut mieux ne pas s'attacher à la longe pour éviter que le cheval ne l'arrache, dans le cas d'une réaction violente. Il faut enrouler le reste de la longe dans la main, afin d'éviter qu'elle ne s'enroule autour du piquet lorsque nous tournons autour. Puis, on la fait passer sur le côté extérieur du piquet qui nous servira à la fois d'aide et de guide au centre de l'enclos. Cela nous permet de travailler seul, en évitant que le cheval ne s'arrête face à nous et nous regarde. Si tel est le cas, il faut juste tirer un peu sur la longe pour qu'il regarde du côté où il doit tourner. Il faut aussi utiliser son corps pour donner une impulsion et une chambrière pour inciter l'animal. Pour ce faire, on s'avance vers le cheval pour qu'il se déplace avec nous. Si ce n'est pas le cas, on peut le toucher avec la chambrière et il bougera, car cela lui a déjà été enseigné. Au début, il est préférable de décrire un cercle assez rapproché du piquet et au pas. Contrôler la taille du cercle et l'allure du cheval vont de pair. En effet, plus le cercle est grand, plus il est facile pour le cheval d'augmenter son allure. Au contraire, plus le cercle est petit, plus le cheval sera limité dans sa vitesse. Attention, lorsqu'on commence à travailler à la longe avec un poulain et qu'on le fait partir au galop pour qu'il se fatigue, on commet une double erreur. Tout d'abord, on travaillera avec un animal fatigué et par conséquent peu réceptif à l'apprentissage. Ensuite, il s'habituera à cette allure pour démarrer ses séances de travail. Et quand on commencera à le monter, il voudra naturellement partir au galop. La difficulté sera donc de contenir son empressement en le faisant passer au pas. Si le cheval parvient à ralentir son allure et avancer au pas, on détendra la longe tout en abaissant la chambrière. Une manière de lui faire comprendre qu'en marchant, il s'épargne de tels désagréments. Si le cheval passe au trot quand on ne lui a pas demandé, il faudra raccourcir la longe pour le rapprocher du piquet et par conséquent le forcer à réduire le cercle. Cela l'obligera à repasser au pas et nous pourrons détendre de nouveau la longe.
Il faudra également veiller à ne jamais faire de gestes brusques avec la chambrière, que le cheval pourrait interpréter comme une incitation. Rappelons-nous que la chambrière est un long fouet qui agit comme un ressort pour pousser le cheval. Si on ne cesse de l'approcher et de l'éloigner du cheval, il recevra des indications contradictoires, ce qui le poussera à changer en permanence de rythme. Il est recommandé pour chaque allure de conserver la chambrière dans la même position. Pour faire freiner le cheval, il faudra avancer d'un pas et s'immobiliser face à lui. Car c'est notre corps qui oblige le cheval à freiner. Au moment où l'on exécute cette action, il ne faut pas oublier de prononcer un « oh » assez long et assez fort. On habituera de la sorte le cheval à un son dont l'utilité se vérifiera dans les étapes suivantes du dressage, comme dans l'exercice que nous venons de détailler. Lorsque l'on dresse un cheval de trait, il faut préalablement l'habituer aux différentes pièces de harnais avec lesquelles il va travailler avant de le mettre définitivement à l'attelage. Avant toute chose, il faudra lui faire accepter les harnachements de l'attelage, leur bruit, leur poids, mais aussi la sensation qu'ils produisent sur les parties du corps sollicitées. Une fois qu'on est parvenu à détendre le cheval et à placer tous les éléments du harnais, on le fera travailler avec les brides pour qu'il apprenne à être dirigé, puisque ces mêmes brides constitueront plus tard l'unique moyen de le guider depuis la voiture. Pour habituer le cheval à avancer en traînant un poids, il faut d'abord l'emmener dans un petit enclos circulaire. Nous aurons ainsi plus de facilité à le contrôler. Une personne guidera le cheval à l'aide d'une rêne fixée au bosal, tandis qu'une autre maniera les brides et la cravache et s'occupera du poids à traîner. Au début, il est conseillé d'utiliser des poids relativement légers pour que le cheval soit en confiance en commençant tout doucement. Il doit d'abord apprendre à se stabiliser, puis à avancer. Les chevaux qui ne sont pas encore habitués chercheront à aller tout de suite de l'avant, en tirant brusquement le poids. Et ce faisant, ils sollicitent beaucoup leur poitrail, notamment si le poids est particulièrement lourd. Le cheval avancera et freinera plus d'une fois. Nous attendrons donc qu'il s'exécute avec plus de douceur. Puis, petit à petit, nous augmenterons la charge afin qu'il s'y habitue progressivement. Mais le poitrail des chevaux est souvent très sensible, ce qui explique que certains d'entre eux refusent de tirer même les objets les plus légers. Ils freinent ou se tournent sur le côté, immobiles. Nous avons déjà vu que le reculer constitue pour le cheval une sévère punition. Si l'on voit qu'il refuse d'avancer, il faut alors le faire reculer en tirant sur les brides, jusqu'à ce qu'il s'immobilise et ne recule plus. Celui qui tient la rêne fixée au bosal ne doit pas intervenir dans cet exercice. Il est fortement conseillé, durant toute la phase d'adaptation au poids, de ne pas solliciter la bouche du cheval. Quand on voit que le cheval s'est habitué au poids et à l'harnachement, on peut commencer à travailler avec un mors en bouche. Pour ce faire, il faut se rendre dans un manège plus grand afin de pouvoir réaliser les exercices nécessaires. Rappelons au passage que la présence d'une deuxième personne est indispensable. Si l'un s'occupe de mener le cheval avec une corde ou une rêne, l'autre le guide à l'aide des brides. Si ce dernier perd le contrôle, il doit lâcher les brides pour calmer le cheval, tandis que l'autre personne doit continuer à maîtriser la situation à l'aide de la corde. Le plus simple est de commencer au pas, en avançant et en s'arrêtant en ligne droite.
le cheval aura tendance à passer au trot, car il sent que le poids devient plus léger, qu'il se soulève et ne se bloque pas. C'est pour cela que nous devons nous efforcer de lui faire maintenir la cadence et le rythme voulu, c'est-à-dire le pas. Ce n'est qu'une fois qu'il a bien travaillé au pas que nous pouvons passer au trot. À cette allure, les cercles doivent être ouverts et toujours dans la même direction. Il est déconseillé d'exécuter une volte à droite et immédiatement après à gauche. Il est préférable de faire plusieurs voltes à droite, puis ensuite plusieurs voltes à gauche, de façon à ce que le cheval puisse s'habituer aux indications qui se répètent. Puis le cheval devra recommencer l'exercice, à savoir avancer avant de freiner. N'oublions pas de lui faire exécuter des demi-arrêts en passant du trot au pas. La prochaine étape constituera à familiariser le cheval avec les brancards de la voiture. Il est donc recommandé de réaliser les voltes en contre-incurvation, en faisant fléchir la tête vers l'extérieur, tout en tournant avec les rênes vers l'intérieur. On s'assurera de cette manière que le cheval apprend à tourner en gardant le corps droit, sans inflexion excessive, ce qu'il sera obligé de faire entre les brancards. Un manège circulaire est très utile à cet effet, car il nous permet de commencer à conduire le cheval en contre-incurvation, en tournant vers l'intérieur à l'aide de la rêne intérieure, et ce sans difficulté. Une fois que nous sommes certains que le cheval a bien intégré l'exercice, il faut le renouveler sur une grande piste, sans les poids. On lui fera ensuite traîner un poids plus important, toujours en exécutant des voltes. Tous les exercices doivent être réalisés progressivement et il faut laisser le temps au cheval de s'y habituer. Le plus simple, lorsqu'on rencontre des difficultés, c'est de le monter, car cela facilite souvent le travail. Si le cheval travaille correctement et en toute tranquillité, on pourra alors passer à l'étape suivante de l'apprentissage d'un cheval de trait. Le travail n'est en général pas l'activité préférée des chevaux. Voilà pourquoi attraper un cheval n'est pas toujours une partie de plaisir. À mi-chemin entre le jeu, la malice et la paresse, les réactions de nos meilleurs amis nous font parfois perdre patience lorsque le simple exercice d'appréhender un cheval se transforme en un long cauchemar. Cela peut s'avérer encore plus pénible si le cheval se trouve au milieu d'un groupe de plusieurs chevaux, derrière lesquels il peut facilement se cacher. Pire encore, on peut avoir affaire à un cheval qui ne nous présente que ses postérieurs, prêts à ruer. Il faut faire comprendre au cheval que refuser de se laisser attraper peut s'avérer bien plus fastidieux pour lui que d'accepter le licol pour aller travailler. Pour apprendre à un cheval à se laisser attraper sans complications ni perte de temps, il faut le faire travailler dans un enclos, isolé des autres chevaux. Un enclos circulaire est idéal car il permet d'éviter que le cheval ne se réfugie dans les coins. Cependant, pour illustrer la méthode, nous avons choisi un enclos de forme carrée qui permet tout de même de travailler correctement. Il faut marcher d'un pas décidé vers le cheval et afficher clairement notre intention de l'aborder, avec une chambrière à la main. À peine comprendra-t-il notre intention qu'il voudra s'échapper dans un coin,
comme il y est habitué. Il faut alors le suivre et le faire avancer en agitant la chambrière pour bien lui signifier notre mécontentement. Le but est de lui montrer clairement que la fuite n'est pas du tout la réaction que nous attendons de sa part. Dans ce cas, comme nous nous trouvons dans un enclos carré, il faut simplement le faire marcher ou trotter jusqu'à ce qu'il s'immobilise dans un coin ou qu'il tente de sortir de l'enclos. Si la clôture est basse ou si l'on est trop brutal, le risque de voir le cheval sauter par-dessus est bien réel. Il faut donc le faire avancer avec plus de douceur. Après lui avoir calmement fait faire quelques tours, et s'il sait conserver un rythme régulier en tournant dans l'enclos, on se positionnera face à lui pour l'obliger à freiner. On tentera alors de l'attraper calmement, mais il s'échappera certainement de nouveau dans l'angle opposé, en cachant sa tête et en nous présentant ses postérieurs. Posture qui peut s'avérer dangereuse pour nous. Si cela se produit, il faut continuer à le pousser avec la chambrière, mais avec plus de force et d'autorité. 2 ou 3 tours d'enclos exécutés comme si nous étions un prédateur pour lui, et ce, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Si l'on cesse alors de le suivre, il effectuera encore quelques pas, puis s'arrêtera face à nous. Dans cette position, il faut rester immobile et calme pour qu'il puisse se dire « Quand je le regarde, il ne me suit pas, mais si je cesse de le regarder et que je m'échappe, il recommence à me suivre. » Grâce à son instinct de préservation, il va commencer à comprendre qu'il est préférable pour lui de rester calme en nous regardant, plutôt que de s'échapper. En fuyant, il se sent menacé et poursuivi, alors qu'en demeurant immobile, tout se passe normalement. Le moment arrivera enfin où il comprendra parfaitement que s'il nous regarde, nous cessons de le suivre. Nous verrons aussi que le cheval nous imite si nous tournons autour de lui, sans qu'il cesse de nous regarder. Il sera alors temps de faire rentrer les autres chevaux du groupe dans l'enclos afin de renouveler l'exercice dans des conditions normales. Si tout se passe bien, le cheval se tournera vers nous lorsque nous nous placerons devant lui, même au milieu de ses congénères. Il nous présentera sa tête et se laissera mettre le licol, calmement. Il aura compris qu'il vaut mieux aller travailler plutôt que de supporter en permanence la présence d'un homme derrière lui. Nous avons longuement évoqué les différentes parties de l'anatomie du cheval, que nous avons analysées en détail. L'encolure, l'épaule, le garrot, le flanc et bien d'autres encore. Cependant, un cheval ne s'analyse pas de la sorte. Il faut d'abord l'évaluer dans son ensemble avant de s'intéresser à chaque partie en détail. La première observation permettra de fournir une impression d'harmonie et d'équilibre du cheval. Car une croupe bien inclinée et puissante n'a pas d'intérêt si elle ne s'harmonise pas avec le reste du corps. Nous allons donc mettre en évidence les zones de référence du cheval. Reliées entre elles, elles formeront des lignes, des angles et des distances qui permettront d'analyser et d'évaluer la structure et donc l'harmonie du cheval. Nous appelons point A la zone la plus élevée du garrot, depuis laquelle on mesure la hauteur du cheval à l'aide d'un hippomètre. Le point B
marque lui le passage de sangle sur la partie inférieure des côtes et du sternum. Le point C se trouve au niveau du sol, là où s'achève la ligne d'aplomb des membres antérieurs. On localise le point D sur l'extrémité de la région antérieure, précisément au niveau de l'articulation scapulo-humérale. Sur l'extrémité opposée et postérieure du cheval, on place le point E, à l'arrière de l'articulation du grasset. À l'extrémité du nez du cheval passe une ligne perpendiculaire au sol, c'est le point F. Au-dessus de la hanche, au niveau de la jonction entre le rein et la croupe, on marque le point G. Sur l'occiput, au niveau de l'attache de la tête et de l'encolure, on place le point H. À l'opposé, à la base de l'encolure, on trouve le point I. Chez les races de chevaux de selle, dont la structure est généralement très harmonieuse, on retrouve des distances qui se répètent entre différents points. Voyons quelques exemples. Tout d'abord, il faut savoir que la distance entre les points A et B doit être égale à celle qui sépare le point B du point C. Un cheval dont la ligne thoracique AB est plus longue que la ligne qui passe sous son ventre, BC, aura un centre de gravité très bas, ce qui le gênera dans ses mouvements en hauteur. Si en revanche la ligne inférieure BC est plus grande que la ligne supérieure AB, on dira que son thorax est peu profond. La ligne qui va du point A au point D indique, elle, la longueur et l'inclinaison de l'épaule du cheval. Lorsque le cheval est bien équilibré, cette ligne doit être égale à celle qui relie le point G au point E, qui donne la longueur et l'inclinaison de la croupe. On a déjà relevé 2 fois la même distance, dans l'avant-main et dans l'arrière-main, chez un cheval harmonieux. Plus intéressant encore, cette mesure va de nouveau se retrouver sur le dos du cheval, entre les points A et G. La ligne du dessous, qui correspond à la longueur du cheval et qui va du point D au point E, doit mesurer le double de la distance précédente. Si l'on relie maintenant tous les points déjà évoqués jusqu'ici, on obtient la forme d'un parallélogramme A, G, D et E. Mais ce n'est pas tout. En effet, si l'on continue à analyser le profil d'un cheval, dont les lignes sont harmonieuses, on peut dire que la distance entre l'épaule et l'occiput, de H à I, doit être égale à la longueur de la ligne de l'épaule, qui va du garrot à la pointe de l'épaule, de A à C. On retrouvera également la même distance entre l'articulation scapulo-humérale, point D, et la ligne imaginaire à l'extrémité du nez, point F, lorsque le cheval est dans une position naturelle. Chez un cheval aux formes harmonieuses, on retrouve bien d'autres correspondances. Prenons par exemple la longueur de la tête, que l'on mesure depuis le bout du nez jusqu'à la base des oreilles. Elle doit être égale à la longueur du bras, qui va de l'articulation scapulo-humérale jusqu'au coude. Pour représenter le cheval selon une forme géométrique, on peut dire qu'en unissant les lignes imaginaires que sont les lignes antérieures, postérieures, supérieures et inférieures, on obtient un carré. Cela signifie que la partie inférieure du cheval forme elle-même un rectangle. L'harmonie d'un cheval ne dépend pas de simples caprices d'éleveur et va bien au-delà de l'apparence. En effet, chaque fois que l'on est confronté à un cheval aux formes harmonieuses, on peut être certain qu'il s'agit d'un bon cheval de selle. Une encolure suffisamment longue assurera par exemple un bon équilibre au cheval. La forme du rectangle indique que le centre de gravité est bien placé, ce qui favorise l'agilité du cheval et lui permet de ne pas chuter lorsqu'il tourne. Chacune des proportions nous aidera à obtenir le meilleur de notre monture, en particulier si elle a beaucoup d'allant. Cela nous autorise peut-être à rêver du cheval idéal, mais ne perdons jamais de vue qu'il ne s'agit là justement que d'un rêve. Car dans le monde des chevaux comme dans le nôtre, la perfection n'existe pas.